Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette nouvelle séance de l'atelier d'économie politique du CPN. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Quentin Belot, qui est un jeune docteur qui vient dernièrement de soutenir sa thèse au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un docteur attaché à l'IDHES et sa thèse s'intitule PSA, une financiarisation endogène, construire le contrôle financier d'une firme industrielle et familiale de 1965 à 2020. Donc, une thèse sous la direction de Claude Didry. Et aujourd'hui, la présentation de Quentin va prolonger finalement une grande problématique qui traverse sa thèse en critiquant, relativisant le concept de financiarisation à partir de son texte qui s'intitule Does Financializations Make Sense? Porter limite d'un concept hégémonique pour saisir la production endogène des rationalités financières au sein des organisations. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Quentin pour environ 45 minutes et ensuite nous ouvrirons la discussion pour aussi 45 minutes. À toi, Quentin, merci. D'accord, eh ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation à nouveau. 45 minutes, je pense que ça colle avec le format que j'ai préparé, même si j'avais pas idée du temps exactement que vous avez envisagé. Euh, donc là, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est donc je sais, je pense que tout le monde a en tête le papier de Natasha van der Zwaan sur euh, Make Sense to Financialization, où en fait c'est un article séminal de 2014 dans lequel elle revient sur les différentes définitions et les différents champs de recherche qui s'intéressent à la financiarisation, chacun dans leur domaine. Et donc, moi, c'est un petit peu une réponse, là, ce titre, en questionnant un peu ironiquement le concept lui-même. Euh, Avant toute chose, donc, je tiens à préciser que ma posture, et là, ce que le papier que j'ai envoyé propose de faire, c'est de questionner d'un point de vue heuristique le concept, pas de dire qu'il n'y a pas eu un processus de financiarisation. Parce que parfois, avec les échanges avec certains collègues chercheurs, un peu heurté par ma posture qui déconstruit, qui peut être vue comme relativiste, finalement, on vient à dire, mais alors en réalité, du coup, ça n'a pas existé pour toi, ou etc. Bon, tout de suite, je tiens à préciser cet aspect-là, quoi. Évidemment qu'il y a des tas de dynamiques et de phénomènes qui sont observables depuis longtemps. Et donc, la question n'est pas de dire il n'y a pas de financiarisation. Voilà, c'est un peu, par contre, de réfléchir à la façon dont on peut aborder ces processus en sciences sociales et en économie en particulier. Alors, pour introduire par rapport à mon objet à moi donc ma thèse a porté sur le KPSA, qui vient de céder la place à une nouvelle entité du nom de Stellantis, comme vous le savez peut-être, en ayant fusionné en janvier avec Fiat Chrysler Automobile. Cette structure était déjà, donc PSA était déjà une structure qui elle-même avait fortement évolué, en particulier en 2014, puisque la famille Peugeot, l'actionnaire historique du groupe, avait cédé sa place à deux autres actionnaires de référence, que sont BPI France, c'est-à-dire en réalité l'État français, et Dongfeng Motor Group, qui est un de leurs partenaires historiques en Chine. C'est un groupe automobile chinois, mais en réalité qui est détenu par un fonds d'investissement chinois extrêmement important. Et donc, ce sont les deux acteurs qui sont entrés au capital de PSA en 2014. Je ne reviens pas ici sur les raisons de ça, on pourra en discuter éventuellement ensuite, mais c'est un élément de basculement important. Donc ça, je m'y intéresse et j'en parle parce que c'est à la fois un élément qui est d'actualité, mais cette négociation de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobile s'est faite par le FFP du point de vue qui représente la famille Peugeot, du côté Peugeot, et du côté Agnelli, c'est-à-dire la famille italienne qui est à la tête de Fiat, par la holding Exor. Donc, je parle de ça parce que c'est un peu au cœur de ma thèse que de montrer qu'en fait, au cœur d'une décision fondamentale, d'une restructuration, d'une fusion d'entreprises, puisque c'est l'une des plus grandes fusions industrielles contemporaines, il y a deux holdings financières qui structurent le patrimoine de deux familles capitalistes importantes et très anciennes, puisque les Agnelli comme les Peugeot
sont dans l'automobile depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. Donc cette thèse, comme il a été dit tout à l'heure, comme pose la question d'une financiarisation endogène. L'idée, c'est d'aborder ce processus de financiarisation sur une longue période. Donc là, c'est entre les années 60 et 2020. Et de l'aborder à travers les dynamiques d'un groupe automobile particulier, mais à la fois majeur, qui est le groupe PSA, qui est par ailleurs un emblème du Fordisme industriel des années 60-70. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce groupe. Donc, en encastrant dans l'histoire particulière de cette firme, en gros, l'idée, c'est de réaliser à travers cette monographie, d'éclairer des dynamiques financières profondes et, disons, plus fines, par l'approche micro, que certains travaux classiques ne pouvaient le faire. Alors, comment on peut définir ce phénomène au sein des entreprises? Donc, ce qui m'est apparu comme étant les éléments essentiels, ce sont d'abord une perception de l'importation, c'est très important, dans le périmètre des organisations productives, de rationalité d'instruments, etc., qui sont issus de la sphère financière ou influencés par elle. Donc c'est un peu ça, véritablement, la financiarisation au niveau de l'entreprise, c'est l'importation de logiques qui lui sont extérieures a priori et qui sont construites dans la ou les sphères financières. Au niveau managérial, on a une inclinaison vers la performance financière au détriment des autres dimensions organisationnelles, qui se traduit parfois par l'idée qu'il y a un nouveau type d'acteur qui prend le pouvoir, soit en termes actionnarial ou en termes managérial, une nouvelle génération, un type de profil d'acteurs particuliers à la tête qui s'imposerait à la tête des entreprises, qui imposerait une vision financière de la firme dont le cœur est de considérer l'organisation industrielle comme un support de l'investissement financier au même titre qu'un n'importe quel actif, et donc qui, au même titre que n'importe quel actif, fait partie d'un portefeuille financier à un moment donné, mais peut aussi en sortir lorsque c'est jugé nécessaire. Alors rapidement, donc moi, le matériau que j'ai mobilisé dans cette thèse, c'est les archives de l'entreprise et d'autres archives extérieures sur la période considérée, et aussi des entretiens avec des cadres financiers dirigeants du groupe PSA aux différentes époques. Le premier entre dans le groupe en 1953, le premier et le plus ancien des cadres dirigeants financiers du contrôle de gestion, et le plus récent, enfin, c'est le directeur financier actuel, Philippe de Rovira, et sans parler des dirigeants familiaux, d'accord, qui dirigent les sociétés familiales, et en particulier la FFP. Alors ça, du coup, c'est cet ensemble d'acteurs, et donc c'est l'arbre de relations et de rencontres qui a permis de construire disons, ce milieu des financiers de Peugeot, quoi. Donc là, ce que je vais vous raconter à présent, ça va être d'abord comment, pour moi, le concept de financiarisation peut être reconfiguré pour la recherche, comment il peut et il doit, comment il convient de saisir les facteurs endogènes de la financiarisation qui sont trop souvent laissés de côté par les travaux classiques. Ensuite, je vais mettre en évidence différentes étapes de l'histoire du groupe qui démontrent qu'une orientation vers la liquidité financière, en fait, à travers la construction de la holding justement financière, a été le support de l'accumulation du patrimoine familial et la condition du maintien du contrôle familial sur le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on pourrait le voir comme étant contradictoire a priori. Et donc, en quatrième partie, je terminerai sur le fait qu'on observe en fait en réalité dans le KPSA un cumul des temporalités qui en fait construit des dynamiques contrastées de la finance au sein de la firme et qui impose de réfléchir autrement que selon le schéma unique d'une financiarisation qui l'emporte sur les espaces et les étapes précédentes du capitalisme. Donc, je ne vais pas trop vite, ça va? Ou pas trop lentement? Tout va bien, non, c'est très bien. Ok, vous me dites, n'hésitez pas à m'interrompre, quoi. Alors, tout d'abord, on a évidemment ce qu'on sait un petit peu, mais là qui a été documenté de façon
chiffré par justement Natasha van der Zwan dans son dernier ouvrage. On a un usage exponentiel du nombre de travaux qui font référence au terme financiarisation, depuis les années 2000 en particulier. Le problème de ce concept, selon moi, c'est tout d'abord le fait qu'il soit mobilisé par un nombre si large et si varié d'acteurs qui lui donnent des sens tout à fait différents, voire contradictoires. Et là, c'est pour ça que j'ai cité Pierre Gattaz en 2016. C'est rigolo d'entendre une charge contre la financiarisation de la part du patron du MEDEF, et en même temps, ça montre là, cette citation montre aussi la grande plasticité du concept, puisqu'il est aussi mobilisé par toute une partie, par exemple, de l'extrême gauche, pour identifier des conséquences néfastes du capitalisme contemporain, au même titre que le néolibéralisme, ou que d'autres concepts tels que celui de globalisation, etc. L'autre élément, donc, c'est que, je trouve que, enfin, qu'on trouve qui est charrié par le concept de financiarisation, c'est qu'il introduit l'idée d'une grande rupture historique. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on observe au niveau macroéconomique et qui colle avec la plupart des définitions de la financiarisation, puisque l'essentiel, hein, sont les définitions macro. Donc, ça a amené un certain nombre d'auteurs, un certain nombre de chercheurs à distinguer la dimension externe et interne de la financiarisation de la firme, donc dimension macro et dimension micro. Donc, on a l'essor des marchés, l'industrie financière spécialisée, etc. Des dispositifs socio-techniques, bien entendu, qui se diffusent, tout comme certaines conceptions de la valeur. Et également au niveau micro, on a des modes d'intégration organisationnelle particuliers qui sont liés à la financiarisation, des conceptions du contrôle. On a évidemment des évolutions stratégiques, mais aussi des transformations de dispositifs comptables, de structures de bilan, et enfin, je l'ai dit, de profils de manager. Donc, ça, c'est simplement pour faire un point rapidement, mais ce qui est net, c'est que contrairement aux autres aux autres grands concepts explicatifs des dynamiques économiques contemporaines, comme celui de globalisation, certains nombres de ces concepts, ou celui de néolibéralisme par exemple, ces concepts ont subi une examination critique de la part d'un certain nombre de papiers et de travaux. Celui de financiarisation, relativement peu, ou en tout cas moins. Et donc, c'est pourquoi donc, mon papier, je pense, il pourrait apporter sa pierre dans cette orientation. Et donc, volontiers que j'entendrai vos remarques. Alors, la première étape pour moi, c'est celui de dépasser celui de la double rupture qui est charriée, qui est introduite par le concept de financiarisation. D'abord, une opposition qu'on observe au niveau macro selon différents indicateurs entre le régime d'accumulation fordiste, lié à l'accumulation de capital physique et de la croissance industrielle, pour faire simple, et le régime d'accumulation financier qui se retourne autour des années 80. Je ne reviens pas là sur quelque chose qui est bien connu. Au niveau du contrôle des firmes, on a l'émergence de ce que Flickstein a appelé la conception financière du contrôle, qui s'impose aux autres conceptions passées, qui identifie la précédente étant la conception commerciale de la firme, qui se traduit par l'essor du poids de managers au profil financier, justement, qui sont en mesure, comme il le montre dans son ouvrage sur la transformation du corporate control, qui se traduit par des acteurs qui sont en mesure, justement, de valoriser et d'évaluer la rentabilité financière d'activités qui n'ont rien à voir entre elles, parce que c'est une forme de concentration de type congloméral qui émerge dans les années 70. Donc, c'est dans ce contexte-là que lui met en évidence le fait que ces acteurs au profil financier vont réussir à s'imposer à la tête des grandes entreprises américaines. Au niveau macro, cette grande rupture, cette opposition frontale entre les deux modèles, elle a été déjà largement nuancée et déconstruite
par des travaux d'historiens, de politistes, d'économistes. En matière de politique monétaire, par exemple, on pense à Éric Mounet, Brigitte Gaïti les hauts fonctionnaires français. Je n'ai pas cité Sarah Kolop, mais etc. Il y a d'autres travaux qui nuancent et qui questionnent. Je n'ai pas cité non plus là François Denord, mais qui nuancent et questionnent l'évolution parmi la haute fonction publique française et américaine, parce que Knafoe Dota, c'est sur le cas américain, l'émergence de l'idée néolibérale. Voilà, qui la questionne et qui la nuance. Ce travail, il a peu été fait au niveau micro, et donc il permet de réinscrire dans une histoire longue du capitalisme ces processus de transformation financière, ce qui fait particulièrement écho aux travaux que vous avez pu déjà faire ici, notamment, je pense au papier de Tristan Auvray et Daléry, 2018, d'Entreprise et Histoire, qui met bien en évidence des époques passées de fort développement financier, en particulier au début du XXe siècle. Donc, pour sortir un petit peu de ce schéma explicatif, je dirais unique, il faut accepter les incohérences, d'accord, ne pas accepter d'être déstabilisé par le fait de ne pas avoir un seul schéma explicatif. Il faut dépasser la financiarisation en tant que variable explicative, d'accord, qui suffit et qui est suffisamment stabilisé comme phénomène pour pouvoir expliquer un ensemble d'autres évolutions. Et donc là, on pense aux travaux sur la supply chain dont on parlait tout à l'heure, et qui est construit par les orientations des acteurs économiques dominantes que sont les grandes firmes, et qui donc doivent être connectés à d'autres dimensions organisationnelles. Alors, en deuxième temps, les facteurs endogènes de la financiarisation. L'un des facteurs fondamentaux des transformations financières que j'ai bien étudié dans mon cas est le facteur familial. Puisque là, nous avons la 8e génération de dirigeants familiaux du groupe familial Peugeot, qui représente un groupe familial de 200 actionnaires, ce qui est extrêmement peu au vu de l'ancienneté de la famille Peugeot dans les affaires, mais on y reviendra si vous voulez dans la discussion. La constitution d'un groupe tel que celui de PSA, donc là on bascule au niveau opérationnel strictement, je dirais, implique bien entendu le développement d'outils de pilotage financier, à la fois en matière de comptabilité des coûts ou de contrôle de gestion, qui sont, comme je le montre dans ma thèse, un moyen d'appréhender des opérations industrielles extrêmement variées et de plus en plus variées à mesure que la taille de ces structures industrielles est importante. Ça permet un travail de mise en cohérence de l'organisation, et ce sont des outils dont les usages sont variés au fil du temps et qui donc ne peuvent pas suffire, là encore, à résumer des modalités de transformation en disant « Ok, on met en place tel et tel outil et ils suffisent à expliquer toutes les transformations de l'organisation ». Ce qu'on voit dans mon cas, c'est le fait qu'ils sont utilisés à partir des années 2000 pour la mise en tension maximum de l'organisation vers la maximisation financière, mais pourtant, il s'agit parfois de mêmes outils qui ont été mis en place dans les années 70. Là, je parle du contrôle de gestion. Et qui portent évidemment des effets déstabilisateurs et désindustrialisateurs, mais que dans certaines circonstances et jusqu'à un certain point. Alors, là, je vous ai mis sur cette diapo l'ensemble simplifié, évidemment, du groupe industriel au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, je dirais. Donc PSA, là, c'est l'ensemble du groupe industriel, en bleu foncé. Au deuxième étage, en mauve, en violet, on a le groupe financier. Donc FFP, c'est la holding financière principale de la famille Peugeot et la holding de contrôle du groupe PSA. Et ensuite, au niveau supérieur, on a le groupe strictement familial, établissement Peugeot Frères, qui là représente à la fois l'ensemble des actionnaires familiaux et en même temps gère à travers différentes structures leurs affaires. Mais
le point qui est essentiel ici et sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est celui de FFP, c'est-à-dire la holding financière, le groupe financier, puisque j'ai montré qu'il se développe qu'il devient un groupe financier, qui sert à accompagner le développement du groupe industriel PSA en sous-jacent et en même temps à garantir le contrôle du groupe familial sur celui-ci. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que ce groupe financier qui est central et qui, la holding FFP, elle est créée en 1929, mais qui devient qui est placé au centre de cette structure d'ensemble en 1965. Eh bien, en fait, ça a été la condition de la construction du groupe PSA à travers l'histoire et du groupe familial également. Alors, rapidement, dans les années 60, on est dans une époque qui est marquée par la croissance industrielle. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a un autre papier que je suis en train de faire sur cette période-là, puisqu'en 1965, c'est là qu'est créée la holding financière du groupe industriel qui s'appelle PSA. En fait, PSA, c'est Peugeot Société Anonyme, et c'est la holding qui va être placée à la tête de l'entité avec l'ensemble des filiales de production industrielle, automobile Peugeot, automobile Citroën, etc., qui vont accompagner et structurer le développement industriel de ces différentes branches. Et en fait, c'est dès ce moment-là, on a besoin de créer une montée en abstraction pour la direction opérationnelle du groupe au sein de cette holding qui prend pour nom PSA. Au niveau supérieur, celui du contrôle du capital de PSA, interviennent les différentes holdings. Et là aussi, c'est en 1965 qu'on a ce système de triple étage entre les holdings familiales en haut, établissement Peugeot Frères, et la seconde holding, c'est les fils de Peugeot Frères, qui possèdent le contrôle intégral de FFP, qui lui-même possède une partie significative du contrôle de PSA, qui sert à quoi? Qui sert à garantir du contrôle de la famille sur la capitale de PSA à chaque nouvelle augmentation de capital. Pour que le groupe se développe, eh bien, il faut bien sûr faire appel à de nouveaux investisseurs qui prennent du coup une part significative de contrôle dans le capital de PSA. Et donc, pour limiter ce mécanisme dilutif classique qui est inhérent à chaque augmentation de capital significative, eh bien, FFP est là justement pour stabiliser, si vous voulez, le rapport, enfin les liens entre le groupe et le marché financier, si on peut dire. Alors maintenant, pour ce qui est de l'orientation vers la liquidité financière. En fait, là, on va passer au niveau de FFP, justement, qui est la holding de contrôle, et pour aborder comment, au sein de cette holding, l'évolution vers la liquidité financière, elle est orchestrée par les membres de la... Enfin, elle est mise en place, elle est construite à chaque étape par les dirigeants familiaux du groupe familial Peugeot, pour répondre à les logiques patrimoniales d'une part, donc ça c'est la logique familiale, mais aussi pour préserver le contrôle du groupe industriel d'autre part. Et qu'en fait, ces deux facteurs, qui sont pourtant qui correspondent au capitalisme familial et au capitalisme industriel, en réalité, ce sont eux qui poussent la holding en réalité à s'orienter vers un fonds d'investissement et à devenir un groupe financier de plus en plus extraverti, je dirais, du groupe automobile initial. Alors ça, c'est l'évolution de l'actionnariat du groupe entre 1976 et 2018. Avant 2008, on a d'autres investisseurs qui existent dans le capital, mais simplement, ils n'apparaissent pas dans les rapports d'activité, dans les documents, et donc dans les archives, impossible de trouver les informations. Donc, je n'ai pas pu le documenter, mais ça ne veut pas dire que... comme on voit bien que la famille Peugeot détenait entre 50 et 30% du capital jusqu'en 2006, ça ne veut pas dire que le reste, c'est du néant. Bien entendu, le reste, ce sont d'autres actionnaires, mais dont je n'ai pas pu documenter avec précision, quoi. Là, si je mets en évidence cette évolution, c'est qu'on voit, d'une part, le trait saillant, c'est la diminution relative de la part de la famille Peugeot
puisqu'on est à 50% du capital en 1976 et on tombe à un peu plus de 10% en 2018. Donc ça, c'est le premier élément. Par contre, le second élément que je veux souligner ici, c'est le fait que parfois dans la littérature, on trouve une homologie entre la sur, la- comment dire, l'intervention d'investisseurs institutionnels dans le capital de firmes industrielles et leur pouvoir effectif de contrôle sur ce capital. Et en gros, dans les travaux sur le néolibéralisme financier au niveau macro, même parfois certains papiers de Motis et Morin, par exemple, ils mettent en évidence justement cette évolution importante des fonds des fonds d'investissement étrangers dans le capital des firmes françaises comme un facteur qui se suffit à lui-même pour expliquer des évolutions organisationnelles et des transformations économiques structurelles. Alors là, moi, dans ce cas-là uniquement, on est obligé de questionner cette vision, puisqu'en fait, ce que l'on s'aperçoit, c'est que chaque étape de diminution du pouvoir absolu du contrôle de la famille Peugeot d'un point de vue de leur titre de propriété sur le capital, en réalité, ça va avec des accords réalisés avec des actionnaires amis qui ne sont pas du tout hostiles vis-à-vis des décisions que la famille Peugeot prend. Et entre 1976 et 2018, la famille Peugeot semble pas avoir moins de pouvoir effectif dans le capital du groupe du point de vue de son poids réel. C'est-à-dire, on a une transformation des rapports, une évolution des relations entre actionnaires, mais on n'a pas nécessairement une perte de pouvoir de la famille Peugeot, alors même que là, son pouvoir effectif, il diminue. Bon, ça, le premier élément à ça, tout le monde sait bien que dans toutes les firmes familiales, l'une des modalités de gouvernance qui a été développée a été le droit de vote double pour justement se prémunir pour en fait expliquer ce phénomène, c'est-à-dire permettre l'intervention d'investisseurs extérieurs sans perdre le contrôle réel des décisions. Mais l'autre dimension qui est importante aussi, c'est quand même le poids social effectif d'un groupe comme celui de la famille Peugeot qui pèse dans le paysage capitaliste français de façon très importante depuis très longtemps et dont le capital social est au moins aussi important pour expliquer le pouvoir effectif. Et là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais pour avoir interviewé les personnes qui ont négocié avec le ministère de l'économie en 2014 au moment où l'État est entré dans le capital de PSA, je peux vous dire que ça ne donnait pas l'impression qu'ils aient perdu le pouvoir à ce moment-là. Au contraire, la négociation, elle s'est faite largement en leur faveur d'un point de vue financier. Donc voilà pourquoi ce cas, il permet justement de réfléchir avec un peu plus de recul et de nuance aux relations entre l'actionnaire historique d'un groupe et l'intervention d'actionnaires extérieurs, qu'ils soient des investisseurs institutionnels ou qu'ils soient parfois étatiques. D'accord ? Alors le troisième plan, donc pourquoi cette orientation vers la liquidité financière? Donc là, on est au niveau supérieur, celui du FFP. Non, on est toujours dans les relations entre FFP et PSA. Donc le début de cette transformation, il est à placer au début des années 80. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la crise, la première grande crise qui se traduit sur le marché automobile de façon très importante. Et on voit qu'entre 1980 et 1985, on a des pertes cumulées qui sont relativement importantes dans le groupe. Donc là, en gros, je vous ai simplement mis le résultat net entre 80 et 85. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 années cumulées de pertes importantes avant de retrouver des bénéfices. Bon, dans ces cas-là, le groupe qui est à l'époque dirigé par Jacques Calvé, qui est un fonctionnaire qui est issu du ministère des Finances, et qui était à la tête d'une grande banque d'affaires française avant d'intégrer le groupe PSA, prend comme décision d'opérer plusieurs augmentations de capital pour compenser l'effet de ces pertes sur le capital social. Donc, il réalise plusieurs augmentations de capital où d'autres investisseurs externes entrent au capital de PSA pour limiter l'effet de ces pertes sur le capital.
À court terme, en plus, il y a des restructurations industrielles classiques, liées aux réductions des coûts, c'est-à-dire réduction des effectifs très importantes et des fermetures de sites, etc. Mais ce qui est marquant, c'est ça, c'est le fait que, du point de vue de la structure du capital, ces trois augmentations entre 85, 87 et 89 aboutissent à une liquidité très importante, enfin en tout cas significativement plus importante du capital, qui de fait modifie sa structure. Et alors, on a donc une augmentation évidemment du nombre total d'actions qui est liée à ces augmentations de capital et une diminution du contrôle réel de la famille Peugeot, car bien que, comme je l'ai dit précédemment, on observe un contrôle indirect de la famille par le biais d'actionnaires amis qui sont présents au conseil et qui stabilisent en réalité le capital sans y être hostile, sans être hostile aux choix qui peuvent être faits par la famille. Là, quand même, on a un contrôle réel qui diminue à un point où les dirigeants familiaux se disent là, on ne peut pas diminuer plus. On atteint un point de non-retour, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, à la prochaine crise, on se retrouvera dans une situation où potentiellement on peut perdre le contrôle. Et alors la solution qui à ce moment-là émerge au sein du groupe familial, en réalité, c'est de coter la holding FFP elle-même en bourse. D'accord? Donc en fait, en 1989, enfin à partir de 1988 plus précisément, est orientée, enfin, la holding FFP est orientée, enfin, pardon, j'ai essayé de passer une étape. Leur idée, c'est de faire entrer au capital de FFP des actionnaires extérieurs, des investisseurs amis, de manière significative, pour compenser la perte de contrôle que FFP peut avoir sur PSA. FFP devant contribuer plus aux augmentations de capital de PSA, FFP a besoin de plus d'argent puisque le patrimoine qui était initialement présent au sein de FFP ne suffit pas. Donc, il faut faire entrer de nouveaux investisseurs au sein de FFP, qui était uniquement constitué du capital de la famille jusqu'à maintenant. Ces investisseurs désirant à ce moment-là une forme de liquidité du titre, ils demandent à la famille Peugeot de coter FFP en bourse pour pouvoir sortir le cas échéant s'ils considèrent. Et là, et ça, ce ne sont pas du tout des investisseurs, ce sont des investisseurs amis à ce moment-là. Le groupe les dirigeants familiaux Peugeot demandent à la COB, l'ancêtre de l'AMF, de coter FFP en bourse. La COB, c'est-à-dire l'État, leur répond oui, mais enfin non, tout le monde sait que la FFP, c'est essentiellement du titre PSA. Vous ne pouvez pas coter deux fois le même animal en bourse, donc vous devez nous apporter une forme de diversification au titre de FFP pour que le capital de FFP, pour que l'actif de FFP ne soit diversifié d'une certaine façon. Et donc ça, c'est intéressant, cet épisode-là, parce que donc, vous voyez bien que la logique d'abord d'ouverture de FFP, elle provient d'une logique d'accumulation du capital industriel qui doit traverser les périodes de crise et qui donc doit rechercher là-dedans à continuer à se développer, à se financer à travers des périodes de pertes importantes. Mais comme on est dans un cadre familial, la famille désire garantir son contrôle. Et donc, finalement, la logique d'ouverture du capital de PSA, comme on a pu le voir dans d'autres firmes, par exemple, qui ont complètement ouvert à un certain moment justement leur capital à des investisseurs institutionnels qui débarquent comme ça du jour au lendemain dans le capital, là, eux, comment dirais-je. En fait, ce processus se passe d'une part au niveau supérieur, celui de FFP, qui permet un peu de diluer ces effets contraignants. Et l'autre aspect intéressant, c'est que c'est l'État qui leur demande d'introduire un processus de diversification, alors qu'auparavant, il n'y avait que du PSA dans l'actif de FFP. Donc, c'est à partir de 1989 qu'on a une première étape vers ce que j'ai appelé l'orientation vers la liquidité financière, puisque FFP commence à se comporter comme un investisseur financier classique, au départ de façon extrêmement minoritaire, puisque comme vous le voyez là dans le schéma que je présente, en bleu, c'est les participations du groupe automobile. Enfin, c'est la part de l'actif qui est encore de FFP qui est encore dans l'automobile. Donc là, c'est en 89. En 2002,
vous voyez déjà qu'il n'y a plus que la moitié à peine de l'actif de FFP qui est composé d'actions PSA. Alors en 2002, il se passe une chose importante du point de vue de la gouvernance du groupe familial, c'est que Robert Peugeot remplace son oncle Thierry Peugeot à la tête de FFP, qui meurt tout simplement. Et lui, donc Pierre Peugeot, qui était relativement averse à cette orientation financière, avait limité cette diversification. D'ailleurs, en fait, ils avaient fait plusieurs opérations de diversification qui avaient été des échecs complets, où ils avaient perdu de l'argent dans les années 90. Et par contre, à contrario, Robert Peugeot, qui arrive à la tête de l'édifice en 2002, lui est tout à fait à l'aise avec cette orientation et donc va arriver, et d'emblée, son premier discours, ça va être de dire on va accélérer le processus de diversification de FFP. Et accélérer pourquoi? Accélérer parce que à la prochaine crise, vous comprenez bien qu'au plus les pertes potentielles sont importantes, au plus les besoins de refinancement de FFP de l'actif de PSA pour garantir le contrôle familial est important. Et donc, au plus on a besoin d'avoir des sources de financement en réalité extérieures au patrimoine familial strictement. Et donc, c'est cette orientation qui s'accélère à partir de 2002 et qui connaît une explosion depuis 2014, où là, FFP est devenu véritablement un grand fonds d'investissement qui gère quasiment 4 milliards d'actifs et qui Robert Peugeot là, a embauché il y a 3 ans un financier professionnel pour gérer justement le fonds, et ils ont embauché une trentaine de jeunes financiers qui proviennent du private equity londonien ou parisien pour justement gérer l'actif de FFP comme un fonds d'investissement financier. Alors de tout ça, qu'est-ce que j'en fais et donc vous voyez les liens avec l'article. Qu'est-ce que j'en fais du point de vue des dynamiques de transformation du capitalisme dont fait partie la financiarisation? En fait, on a des évolutions qui sont contrastées. Pourquoi? Parce qu'on a d'une part une tension entre concentration industrielle et diversification financière, mais cette tension, elle n'est pas univoque. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de PSA, on a une concentration au niveau du secteur automobile dans les années 60. L'une des raisons de la restructuration de 65 dont je vous ai parlé, c'est en réalité de concentrer l'ensemble des participations familiales qui étaient dispersées au sein des différents secteurs, c'est-à-dire au sein des différentes filiales, Acier Outillage, Peugeot Cycle, des sociétés immobilières, etc., etc., en fait, qui s'étaient constituées de façon empirique au fil de l'histoire, mais qui, d'une part, n'étaient pas concentrées et n'étaient pas structurées, d'autre part, n'étaient pas centrées autour du secteur automobile, dont seule une des 3 branches familiales bénéficie en plein dans les années 60, alors que c'est le secteur qui est en train de se développer et qui apporte le plus de dividendes. Donc, on a dans les années 60 une forme de recentrage déjà sur l'automobile. Et lorsqu'on a l'impression que Peugeot, c'est une évidence que c'est l'automobile, en réalité, pas du tout. En réalité, c'est une forme de diversification assez tardive, une forme de diversification centrale sur l'automobile qui se fait seulement dans les années 60. Donc, dans les années 90, quand les activités annexes à la production automobile, qui étaient héritées du cycle et de l'outillage, ils sont externalisés, tous les parties équipementiers automobiles, les tubes en acier, etc., pour fabriquer les sièges, tout ça, ça va devenir Faurecia, qui est l'un des plus gros équipementiers automobiles mondiaux aujourd'hui, qui est toujours possédé par la famille Peugeot. Et le reste va être externalisé progressivement, les scooters, les cycles, etc. Et tout. Bon. Donc déjà là, on voit que cette dimension-là, le cœur du métier, dans cette affaire-là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que le cœur du métier? On ne sait pas très bien. Par contre, on observe au même moment, une diversification du portefeuille de FFP au niveau supérieur. Bon, il y a un recentrage sur le cœur de métier au niveau de PSA, il y a une diversification au niveau de FFP.
l'autre dimension que je n'ai pas eu le temps de vous développer dans cette présentation-là, c'est du point de vue du contrôle de gestion. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au moment où on a la plus grande tension financière, c'est-à-dire la soumission des process de production au fait de dégager de la rentabilité financière à des niveaux de plus en plus élevés et des niveaux qui mettent en tension de façon très très forte l'organisation. Au même moment, en réalité, les profils qui sont sélectionnés pour dégager cette rentabilité et ce cash financier, en réalité, c'est les profils plus industriels, les plus industriels de l'histoire récente du groupe. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, la direction financière, dans les années 80, on a un profil d'un directeur qui, lui, est un énarque, qui a fait l'ENS, qui est quelqu'un qui vient des grands corps de l'État, etc., qui va faire des grandes restructurations stratégiques, financières, etc., mais qui est assez éloigné finalement de la production. Aujourd'hui, en 2018, le directeur financier que Carlos Tavares nomme à la tête de PSA, c'est un type, Philippe de Rovira, il a fait une école de commerce, il a passé sa vie dans le groupe automobile à être contrôleur de gestion usine. En Amérique latine, en Europe, il était contrôleur de gestion, par exemple, de l'usine de Poissy. Je peux vous dire que j'y suis allé. Enfin, le type, c'est les types comme ça, ils sont proches du terrain. Et pour autant, c'est eux qui vont être en mesure de faire cracher du cash au groupe à un certain moment. Et donc ça, c'est intéressant, je trouve, justement pour questionner ce que je disais au début, c'est-à-dire, c'est l'intrusion de profils financiers qui expliquerait des transformations organisationnelles. Là, on voit que c'est plutôt l'inverse qui se produit en réalité. C'est des profils plutôt industriels qui reviennent. Donc ça, c'est un autre élément que j'ai trouvé intéressant. Et donc, en fait, dans ma thèse, donc moi, je pars des années 60 jusqu'à aujourd'hui. En réalité, on observe plutôt une pluralité de ruptures et des ruptures contrastées, quoi. Hein, on n'a pas du tout un schéma d'évolution unique. On a donc 1965, je vous en ai parlé. En 1973, c'est là où il y a la direction du contrôle général qui va chercher vraiment à construire un contrôle de gestion pour l'ensemble du groupe. Alors, ça, c'est 1973. 81, on a la centralisation de la gestion de la trésorerie, qui va être le début du placement quotidien des billets de trésorerie PSA sur le marché monétaire, et qui va être en réalité, à travers, là j'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps, mais c'est à travers ça que va se développer une forte technicité financière au sein du groupe, et qui va les conduire in fine, en lien avec leur activité de crédit, à réaliser les premières titrisations de l'automobile dans les années 2010, par exemple. D'accord? En 89, je vous en ai parlé, on a la cotation. En 2005, c'est une étape importante dans la mise en tension de l'ensemble du groupe, parce que les usines sont mises en concurrence à travers une logique en fait, de benchmark, enfin, de mise en comparaison à travers les indicateurs financiers des différentes entités du groupe. En 2002, c'est Robert Peugeot qui arrive à la tête de FFP, je vous en ai parlé. En 2012, on a une crise qui aboutit à une triple reconfiguration en 2014, reconfiguration managériale à la tête de PSA, reconfiguration financière à la tête de FFP et du capital, non seulement de la fonction de FFP qui va devenir vraiment un fonds de capital investissement à ce moment-là autonome vis-à-vis de PSA, dont le but d'ailleurs est que le titre FFP soit décorrélé progressivement du titre PSA. Et là, en quelques années, on observe une décorrélation très forte des deux titres, qui est relativement inédite. Hein. Ils n'avaient pas réussi jusqu'à présent à décorréler l'évolution de chacun des deux titres. Et donc, on a donc cette transformation de FFP qui est devenu un fonds d'investissement financier. Pour autant, à l'occasion du dernier rapprochement PSA-FCA qui a fondé Stellantis, eh bien, en réalité, la famille Peugeot, qui pourtant là, à la tête de FFP, s'oriente vers une forte diversification dont on peut se dire que c'est parce qu'en réalité, ils veulent partir de l'automobile, ben là, à l'occasion de la dernière fusion, la famille Peugeot vient de remonter au capital de la nouvelle entité Stellantis et n'exclut pas de racheter de participation à Dongfeng ou bien la BPI à moyenne échéance. Donc,
moi, ce qui me paraît du coup important, c'est de reconsidérer le phénomène de financiarisation comme plutôt un phénomène à expliquer à travers des dynamiques non seulement plurielles, mais contrastées en fait, qu'on observe au niveau des organisations, au niveau des grandes entreprises. Et pour les comprendre, il faut donc non seulement il faut évidemment nuancer les grandes ruptures entre capitalisme financier, industriel et familial, mais il faut aussi renseigner et comprendre les tensions et les enchevêtrements de rationalité au sein des mêmes organisations pour pouvoir comprendre les moments et les dynamiques de changement, quoi. Donc l'idée, c'est que bon, on arrive plutôt à retourner un peu la fonction de ce concept qui devient non plus un facteur explicatif quelque part qui va se suffire pour expliquer l'ensemble des transformations, mais plutôt ça va être lui-même le phénomène qu'il va falloir expliquer et pas se contenter de, de schémas explicatifs trop évidents. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. J'espère pas vous avoir trop assommé. Non, c'était très bien. Mais merci, merci Quentin, et merci d'avoir respecté le temps de 45 minutes. Donc, sans plus tarder, je propose d'ouvrir la discussion. Donc, Alexis, vas-y. Et Laura, mais j'imagine que c'est Samuel vu qu'il est derrière son écran. OK. D'accord. Vas-y. Merci Nicolas. Eh ben, merci beaucoup Quentin pour cette présentation. C'était vraiment très clair et de mon point de vue passionnant. En tout cas, je trouve vraiment passionnant. Bravo pour ce travail de thèse qui a dû être extrêmement intéressant. J'ai une petite question et peut-être je pense qu'elle va introduire la discussion pour pas mal d'autres. Mais enfin, c'est une question assez anecdotique, mais après, je pense du développement à faire dessus. Sur ce directeur financier que tu qualifies, je me permets de te tutoyer, que tu qualifies de directeur d'industrie financier le plus industriel, entre guillemets. J'ai noté son nom, Philippe de Rovira. Tu disais que finalement, il a eu un comportement euh, quand il est arrivé en poste en 2018, j'ai bien compris, il a eu un comportement de financiarisation pour le coup. Enfin, il a plutôt joué cette carte-là, alors que lui, il n'est pas du tout construit techniquement pour faire ça, puisque c'est un directeur financier très industriel, enfin voilà, qui est dans cette formation-là. Bon, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi il s'est comporté de cette manière-là? Est-ce qu'il s'agit d'incitation, disons, externe à ce type de comportement? Est-ce qu'il s'agit d'une intériorisation de ce type de comportement? En gros, extraire du cash flow à fond, extraire du cash flow de la production, c'est quelque chose de pertinent, c'est quelque chose qui qualifie le bon travail, c'est quelque chose. Voilà, la question que je me pose, parce que tu avais l'air de dire que finalement, il n'avait pas l'air de faire ce qu'il aurait dû faire au regard de son profil. Voilà ce qui me questionne, et du coup, j'aimerais savoir si tu peux développer dessus ou s'il y a une interrogation qui a donné lieu à d'autres développements après. Merci. Samuel, vas-y. On prend un premier tour de questions. Bien, merci beaucoup Quentin pour cette présentation. Ça fait Samuel Clébaner, membre du GERTISA. C'est un immense honneur pour moi de t'écouter. Ça fait vraiment très longtemps que je suis tes travaux et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'écouter les résultats de ta thèse. Alors, j'aimerais bien, ce qui est important dans ton travail, c'est qu'en effet, tu montres que les logiques de financiarisation dans l'automobile passent par des canaux, on va dire, un peu différents des canaux traditionnels que, par exemple, Tristan a pu mettre en évidence. Et ça passe par des canaux peut-être plus internes. Et parmi les canaux de la financiarisation, ce que moi j'avais pu, on va dire, le point de départ, on va dire, de ma thèse et des observations que j'ai pu faire, c'est quand même aussi les questions de concurrence et la concurrence par les marges. Aujourd'hui, on vise des voitures vendues à 5% ou 6% de marge opérationnelle de production, ce qui accélère évidemment
qui liquidifie, on va dire, la production, vu que l'objectif, c'est plus de rentabiliser la voiture sur le cycle de vie, mais bien de rentabiliser la voiture vendue chaque année. Donc, je voulais un peu entendre un peu plus sur les différents canaux pour relier justement un peu le double discours que tu, enfin, le double récit que tu présentais au début, comme quoi ce double récit pouvait aller plus loin. Mais sur les questions, on va dire, très fichtaniennes, etc., sur l'organisation de la concurrence, j'aimerais bien entendre ton point de vue dessus. Je te laisse répondre, Quentin, et ensuite on prend un deuxième tour de questions. D'accord. Alors, dans l'ordre, donc, pourquoi alors d'abord, Philippe de Rovira, comme je l'ai dit, il n'arrive pas dans le groupe en 2018. Donc justement, c'est pas, il a passé toute sa carrière dans le groupe. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas un acteur externe qui arrive à la tête de l'ADF et qui va imposer comme ça des transformations. En réalité, c'est Carlos Tavares qui, lui, prend la tête du groupe en 2014, qui va le muter, qui va sélectionner son profil à lui pour être directeur financier. Mais c'est Carlos Tavares qui le plus va, en arrivant, et là c'est en lien avec les questions de concurrence, mais au point de vue plus macro, c'est qu'à chaque période de crise, on observe un phénomène similaire, c'est-à-dire un président de la crise, président du directoire qui correspond à une situation de crise, est en mesure d'imposer tout un tas de choses qui n'avaient pas été vues comme possibles auparavant. Et donc là, on a un effet de basculement, en fait, mais c'est une accélération d'un processus qui est déjà en germe à partir des années 2000, le fait de chercher à augmenter la rentabilité financière et qui va là s'accélérer. Et donc, c'est véritablement Carlos Tavares qui va faire une sorte d'électrochoc dans le groupe. Il y a 30% à peu près de l'effectif du siège, donc c'est-à-dire de l'encadrement. Hein. Ce n'est pas des gens des usines, hein, c'est des effectifs du siège qui vont être dégagés en 2 ans. D'accord. Donc, en gros, voilà, on a un PDG qui arrive à la tête du groupe qui dit, voilà, en gros, soit vous faites l'affaire pour nous aider à dégager le cash, ou soit, et pour des questions concurrentielles, parce qu'on sait très bien que, et là c'est encore la problématique dans laquelle il se trouve avec Fiat Chrysler, parce que les transformations dans lesquelles le groupe se trouve, qui sont des transformations macro du secteur automobile, qui sont liées à des évolutions réglementaires, qui sont liées au développement du moteur électrique, etc., sont des transformations qui impliquent des coûts de R&D importants dans un contexte où l'automobile est un marché mature. C'est-à-dire les parts de marché que l'on peut encore gagner en Europe pour les grands constructeurs, elles sont relativement réduites. D'ailleurs, l'essentiel, les grands constructeurs, ou du moins PSA, fait plus d'argent, plus de marge sur les pièces de rechange que sur les ventes de véhicules neufs. D'accord. Donc ça, il n'y a pas le temps de le développer, mais c'est quand même un aspect intéressant. C'est pour montrer qu'on a une forme de saturation des marchés, parce que c'est un produit qui est mature. Et donc, on ne peut pas uniquement faire de l'économie d'échelle comme avant. En tout cas, sur le marché européen. Sur le marché européen, il y a une forme de saturation. D'accord. Et donc, il y a eu l'orientation vers le marché chinois en développement, etc., dans les années 90, 2000, 2010. Là, là aussi, ça a une limite. Et donc, il y a cette tension sur les coûts qui est d'autant plus importante qu'on est sur un marché mature et que, en effet, l'intensité concurrentielle, du coup, est importante, quoi. Et donc, ça répond un peu aux deux questions à la fois, je pense. Mais donc, Carlos Tavares, lui, c'est celui qui, lui aussi, a un profil industriel. Il est portugais, il a été
Chez Renault, auparavant, il a été vraiment du côté du développement industriel chez Renault. Et c'est celui qui, pour autant, va être en mesure de mettre en place cette politique qui, pour autant, permet de battre des records de résultats financiers, quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne veux pas faire trop long, quoi, mais je pense que ça répond un petit peu aux deux, si ça vous convient. Mais sinon, dites ce que… Si Alexis Samuel se contente de ces réponses très précises, je laisse du coup la parole à Victor. Tristan aussi, il me semble qu'il voudra intervenir, et j'ai aussi une petite question, remarque. Merci pour ton intervention, c'était très clair et c'est un sujet qui est très intéressant sur un concept qui semble effectivement un peu galvaudé. Donc moi, je suis aussi doctorant au CEPN et alors j'ai deux questions. Une première sur, tu as insisté tout au long de ta présentation sur le fait que la famille Peugeot réussissait à garder le contrôle via différentes techniques, directement ou indirectement, sur le groupe Peugeot. Et sur Stellantis, finalement, ils n'étaient pas si faibles que ça. Mais de l'extérieur, lorsqu'on regarde, la famille Peugeot, c'est, si je me souviens bien, à peu près 7% du capital de Stellantis. La famille Agnelli, ça doit être 14, et Dongfeng et la BPI, c'est 6-7. Comment, avec 7% du capital et avec une tendance que tu as très bien montrée de recul permanent de cette possession du capital, finalement PSA, in fine, peut garder l'argent même avec des techniques aussi indirectes, placer ses hommes, les effets relationnels, la marque Peugeot, etc. Et à un moment, le pouvoir, si j'ai envie de raisonner un peu simplement, il faut suivre l'argent. Et donc, je me demande si tu pourrais nous donner peut-être plus de détails sur comment, avec seulement 7% d'un énorme ensemble, on peut réussir à garder un contrôle effectif. La deuxième question que j'aurais, j'ai toujours l'impression avec la littérature sur la financiarisation qu'il y a un peu, on oppose industriel et financier. Et j'ai l'impression que les questions qui ont été passées jusque-là, posées jusqu'ici, contribuent à forger cette distinction. Mais la grande industrie a jamais, enfin, on fait de l'industrie parce qu'on veut s'enrichir quand même. Hein. L'image de l'industriel qui a une grande cause, il me semble, un peu à dépasser. Et du coup, la question que je me pose, c'est avant cette financiarisation que tu observes, finalement, comment la famille Peugeot valorisait cet actif? Parce que là, elle valorise par la finance, on voit comment tu montres ça, mais est-ce que tu aurais des éléments à nous donner sur un mode de valorisation plus industriel à opposer peut-être à financier, et sachant qu'en fait, les deux semblent très interdépendants parce que les profils industriels que tu as montrés chez Tavares ou chez son directeur financier, en fait, oui, l'industrie est au service du financier. Donc, comment ça se faisait avant qu'on passe par là? Voilà. Tristan, et je te laisse, à part si c'est des longues questions et Il y remarques. avait Isabelle. Ah, pardon. Oui, bah vas-y, Isabelle. Vas-y, pardon. Ton micro, on ne t'entend pas. Je pensais que je passais après Tristan et Nicolas. Mais moi, je relance Quentin. Alors, moi, j'ai lu ton article, puisque voilà, tu me l'as envoyé. Donc, j'avais plus des remarques sur ton article. Peut-être que c'était ça qui t'intéressait aussi, d'avoir des retours, si tu penses le soumettre à CPA, donc Critical Perspectives in Accounting. C'était bien ça l'objectif? Oui, alors, d'accord. Ah, il n'entend pas? Si, j'entends. D'accord, donc tu confirmes? C'est bien? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, moi, par rapport à l'article, en fait, c'est que j'ai pu comprendre que toi, ton travail, surtout, il s'intéresse à cette structure familiale. Donc, il me semblait, à la fin de l'avoir lu, il me semblait peut-être que tu gagnerais à valoriser ça. Alors après, je me suis demandé si c'était peut-être un premier chapitre de ta thèse où tu introduisais ce concept de financiarisation. Je t'avoue que honnêtement,
j'ai pas très bien compris ta démonstration. J'ai pas très bien compris le fil conducteur que tu essayais de nous faire suivre. Tu nous annonces qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord, mais ensuite, il y a beaucoup de bad notes, en fait. De bad notes, alors je ne sais pas si c'est une habitude ou... Mais bon, et donc j'ai eu du mal à suivre un petit peu ton raisonnement, je m'excuse là-dessus. C'est peut-être aussi que je ne connais pas toute la littérature que tu as pu aussi emmagasiner pendant ta thèse. Donc là, en conclusion, moi je dirais que c'était plus convaincant toute cette connaissance que tu as pu accumuler, cette richesse que tu as par rapport à... Non pas, sinon, je n'ai pas compris ton apport dans le débat de la financiarisation. J'ai vu en fait que tu... Après, bon, bah voilà, c'est facile, comme je disais, à critiquer, mais c'est essayer de me concentrer sur ce qui pourrait éventuellement, si tu trouves ça pertinent, avancer. Tu mélanges beaucoup de genres, alors je ne sais pas si cette revue, elle pourrait être aussi ouverte que peuvent être d'autres revues comme des revues américaines, même australiennes, où tu mélanges Latour, Foucault et ensuite Boltanski, Capello. Donc, tu parles à un moment de dispositifs sociotechniques, ensuite tu dis que c'est en approche foucaldienne. Donc là-dessus, pour avoir un petit peu côtoyé ce monde de la comptabilité critique, voilà, je dirais, tu gagnerais plus en clarté par rapport à ça. Et sinon, voilà, c'était principalement le fait que je trouvais ça dommage que tu ne te focalises plus sur ce qui me semblait être ta richesse pour ce type de public, c'est-à-dire tout ce travail autour le capital des familles qui détiennent le capital, voilà, les entreprises familiales. Et autrement, si peut-être, si tu veux vraiment te focaliser sur une théorie qui pourrait éventuellement intéresser ce type de public aussi, il y a Aspers, donc la quantification. Mais donc tu es sociologue, me semble-t-il. Aujourd'hui, tu es face principalement à des économistes. Et moi, je suis une gestionnaire. Donc, je trouve que tu fais un exercice qui est un exercice d'équilibriste, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas facile. Je te félicite également pour cet effort, mais ça requiert, me semble-t-il, d'un petit peu t'imprégner un petit peu plus, peut-être, des dialogues qui sont dans chacun des champs. Et tu parles bien des champs, en fait, dans ton article. Donc, j'imagine que tu côtoies ces notions. Et je dis ça parce qu'en fait, en gestion, on a certains, voilà, il y a les Foucaldiens, la CPA, c'est des gens Foucaldiens. Ensuite, pour la quantification, il y a Asper. Donc, il y a des dialogues que tu pourrais investir avec un terrain apparemment très riche et des idées qui seraient potentiellement très intéressantes à transmettre. Mais peut-être travailler un petit peu plus dans ta revue de littérature, il y a 2 articles de la revue dont tu souhaites soumettre. Là, c'est des petites choses basiques. Hein. Je sais que tu les as vues, tu n'as peut-être pas eu le temps trop de mettre en forme ton article, mais c'est des choses qui seraient peut-être importantes d'aller voir ce qui a été dit dans la revue sur la financiarisation. Il me semble qu'elle aussi, on avait parlé, F. Capello. Et donc voilà, à peu près ce que je voulais te dire. Après, il y a plein d'autres petits commentaires, mais si tu le souhaites, on pourra faire une petite session Skype ou on se verra en présence. Si tu continues dans cette optique de vouloir soumettre cet article à cette revue, sachant que je peux éventuellement être d'utilité plus amplement sur une deuxième version si tu le souhaites, voilà, j'en ai à ta disposition. Voilà. À peu près condenser ce que je voulais te dire sur ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu entendre. Ben, merci. Je vais, si ça ne te gêne pas, Nicolas, j'enchaîne aussi, puisque ça rejoint un petit peu ce que disait Isabelle, avec 2-3 autres éléments, parce que c'est aussi une question, enfin, une remarque plus générale sur le statut du papier. En fait, j'ai 3 remarques et une petite question. Donc, une première remarque générale sur la financiarisation.
Une deuxième remarque aussi assez générale sur ce qui définit la firme ou l'organisation productive, parce que tu as un long passage aussi là-dessus dans ton papier que tu n'as pas évoqué là ici à l'oral. Et une troisième remarque, évidemment, sur la propriété, qui n'est pas vraiment présente dans ton papier juste à la fin, mais là, qui était au cœur de ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Moi, c'est bien sûr là-dessus que vont mes principaux intérêts de recherche. Et enfin, une petite question sur le conseil d'administration, qui est l'instance qui articule justement les structures de propriété avec le reste de la firme, avec l'organisation productive. Donc, première remarque générale sur la financiarisation et le statut de ton papier. C'est que tu commences le papier en disant et même la présentation en disant que tu vas faire un examen critique de la notion de financiarisation. Alors, tu nies pas le fait, tu prends garde de dire que la financiarisation existe bien, mais qu'il faut faire un examen critique de cette notion, et notamment de son caractère supposé exogène dans la littérature. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet angle d'attaque, et je pense que tu gagnerais à articuler ce que tu apportes dans le papier à ce qui se fait déjà. Parce qu'en fait, dans la littérature sur la financiarisation, tu as une grande reconnaissance du caractère endogène du processus, que ce soit aux États-Unis ou en France. Sur deux exemples, tu as bien sûr cité Fichtstein, on peut aussi ajouter Tobin-Zorn, qui montrent le caractère fondamentalement endogène de la financiarisation avec l'adhésion des managers, notamment à ces critères-là, notamment à travers les stock options. Sans occulter la dimension externe, il existe des sociétés financières qui sont elles-mêmes sous contrôle managérial, qui ont une réelle influence sur les entreprises. Et ça a été très bien montré. Donc, la dimension endogène, elle n'est pas critiquée dans le cas des États-Unis, et pas non plus en France. Tu as cité aussi Morari-Gamonti. C'est eux qui ont montré le déterminant interne de l'arrivée des investisseurs institutionnels en France. C'est les grands groupes qui décident d'ouvrir aux structures de propriété. Mais là aussi, il y a des éléments externes. Ça, c'est Coria qui le dit. Il y a un élément externe et interne à l'arrivée de la financiarisation en France. L'élément externe, c'est la construction de la zone euro et d'un marché unique des capitaux, dont l'un des plus grands enjeux, c'était est-ce qu'on ouvre le marché des capitaux européens aux investisseurs américains ou pas? Et à partir du moment où on fait ça, voilà, tu as ce déterminant externe plus l'ouverture du capital des sociétés françaises pour des raisons qui leur sont propres. Alors là, voilà, ça, c'est tu combines éléments exogènes, endogènes à cette explication. Et donc, c'est ça que je veux dire. En fait, je pense que ton papier, il faut que tu reconnaisses dès le début qu'il y a une explication exogène et endogène à la financiarisation et que toi, ton apport, clairement, c'est sur les mécanismes de transmission de la financiarisation. Et qui sont vraiment des chaînons manquants de l'analyse, en fait. Parce que oui, comment s'opère la financiarisation au jour le jour au cœur de l'organisation productive? Là, c'est par les indicateurs comptables que ça s'opère. Et en fait, j'ai l'impression, ou par le parcours des dirigeants qui mettent en place ces indicateurs-là au niveau de l'entreprise. Et aussi, il y a un deuxième élément qui apparaît dans le papier et surtout qui était au cœur de ta présentation, c'est les structures de propriété. Et là, je trouve, donc ça, c'est la deuxième remarque. Avant de faire ma remarque sur la firme, je vais passer tout de suite à la remarque sur la propriété. Bon, ça, j'ai adoré ta présentation parce que, et même ce que tu dis dans le papier, parce qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il existe encore des actionnaires de contrôle. La financiarisation, littérature sur la financiarisation, on laisse croire qu'il y a montée des investisseurs institutionnels dans un actionnariat dispersé, ce qui est totalement faux. Il y a persistance des actionnaires de contrôle et montée des investisseurs institutionnels. Moi, je m'attache à… Enfin, c'est la thèse que je défends depuis que j'ai soutenu ma thèse. Donc, je suis très heureux, bien sûr, de voir que tu fais là-dessus. Et là, j'espère que tu vas vraiment développer là-dessus. Il y a plein d'éléments de littérature dans ton papier qui sont super intéressants, que je ne connaissais pas aussi. Ça, c'est vraiment un point important, je pense, sur la littérature, sur la financiarisation. Et donc, c'est ça l'accroche de ton papier, ça doit être ça, quoi. C'est dans la littérature sur la financiarisation, il y a une reconnaissance des caractères exogènes et endogènes à la financiarisation, mais on ne connaît pas très bien les mécanismes de transmission. D'abord au niveau des indicateurs comptables et ensuite au niveau des explications traditionnelles exogènes des investisseurs institutionnels, en fait, il faut regarder la réalité des structures de propriété qui sont concentrées, qui ont des actionnaires de contrôle, etc. Donc là, je pense que ça serait vraiment un bon angle d'attaque et là, tu pourrais déployer les deux points qui sont au cœur de ta recherche. Ensuite, alors, une remarque sur la firme aussi. Alors ça, tu n'en parles pas très bien à l'oral. Enfin, c'est pas que tu n'en parles pas très bien, c'est que tu n'en as pas parlé à l'oral, mais tu le précises dans le papier. En gros, il y a deux grandes thèses qui opposent la structure organisationnelle d'un côté et la vision de la firme comme ensemble d'actifs immobilisés de l'autre.
Et là, je voulais te signaler que bon, il y a quand même une grande tradition d'économie politique en France qui a beaucoup travaillé sur les groupes de sociétés et qui pense systématiquement l'articulation entre la logique financière, la structure de groupe, l'ensemble de filiales, la logique commerciale, la société juridique, au sens juridique, et la dimension productive, l'établissement. Et ces dimensions-là, elles sont, enfin, il y a beaucoup de travaux qui essaient de les articuler, qui essaient de montrer dans quelle mesure la dimension financière va prendre le dessus sur la dimension commerciale ou productive. Et donc là aussi, on retrouve les problématiques sur le contrôle endogène d'une forme sur une autre, d'une forme financière sur la forme productive ou sur la forme commerciale. Donc ça, c'était une petite remarque sur la film. Je pourrais en parler plus amplement avec toi si tu veux. Et une petite remarque sur le conseil d'administration. Là, tu n'en parles pas, mais je pense que ce serait très utile aussi pour montrer le pouvoir du contrôle des actionnaires. Ça rejoint la remarque de Victor, comment avec 7%, tu continues à contrôler une firme, en fait. Et là, je pense que, tu l'as dit un petit peu, tu as dit qu'il y a des actionnaires amis qui soutiennent, finalement l'actionnariat familial traditionnel, mais ça doit passer aussi par une analyse du conseil d'administration, dans quelle mesure la famille est représentée au CA, quelle est son importance dedans, etc. Du coup, j'ai aussi quelques questions, remarques. Je les fais courtes pour quand même te laisser le temps, puisque tu as reçu une avalanche de questions, remarques. Oui, bah, du coup, peut-être en continuité avec ce qui a été dit par Isabelle et Tristan, notamment pour mieux te situer dans la littérature et pour mieux mettre en perspective tes apports. Il y a le pendant de l'article de Natasha von der Swan écrit par F. Capello en 2017 dans Monde en développement, où effectivement, elle fait la distinction entre les approches externalistes et les approches internalistes. Et je pense que développe toute cette approche internaliste. D'une part, ça existe par une approche en sociologie, et elle le réalise à travers l'étude des outils de gestion, la création de la liquidité, et ça te rejoint, et ça rejoint un peu, ça rejoint ce que tu fais. Donc, je pense que tu as tout intérêt à discuter des différents travaux qui t'ont été dits pour améliorer ton papier. Et oui, voilà. Et sur la construction, ça rejoint la question un peu de Victor, sur la construction de l'indicateur du pouvoir réel. J'aimerais bien que tu y reviennes un peu plus, parce que tu as donné 2 exemples sur le pouvoir réel, à savoir qu'il y a le droit de vote double et que PSA représente un poids social dans le capitalisme français. Sauf que dans les différents graphiques que tu nous as montrés, il me semble que le pouvoir réel varie. Or, là, en donnant juste tes 2 indicateurs, on pourrait considérer que le pouvoir réel de la famille Peugeot ne varierait pas, puisque PSA représente un poids très important au capitalisme français, et il y a le droit de vote double. Donc ça, je voudrais revenir un peu plus, je voudrais que tu reviennes un peu plus là-dessus. Et ma troisième question remarque, ce serait si on croit du coup dans l'objet qu'il y a une variation du pouvoir réel de la famille PSA qui se réalise à travers la holding FFP, je pense que là, tu as l'angle d'attaque qui te permet de mieux articuler le côté macro et le côté micro à travers PSA sur la financiarisation, puisque tu montres bien que lorsque le régime d'accumulation financiarisée arrive en France, il y a la cotation de FFP qui se met en place, et cette cotation de FFP, comme tu l'as dit, et qui rejoint d'ailleurs l'auteur auquel tu as fait référence, Fickstein, cette cotation permet un meilleur contrôle de la part de la famille sur PSA, et ce contrôle se réalise à travers cette financiarisation et cette cotation. Et justement, il me semble que ce serait intéressant que tu prolonges peut-être ce point-là pour mieux articuler côté micro et macro, et moi, mettre en opposition macro et micro, où la macro ne verrait pas certaines choses, etc. Voilà. Je m'arrête là. Et voilà. Merci, Quentin. Ouais, merci pour vos remarques. Donc, je suis en général, je suis plutôt partant pour vos remarques. Enfin, si
pour vos suggestions, etc., de les approfondir par la suite, parce que moi, ça m'aide bien, parce qu'en fait, dans ma situation, je suis un peu en train de sortir la tête du guidon de la thèse, et vous savez bien, vous avez les souvenirs que le processus de publication est autre chose, et que c'est pas forcément, faut passer, voilà, faut switcher. Et donc, volontiers, donc merci pour ces remarques-là. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, c'était d'abord... Ah oui, la question de Victor. En fait, alors, le graphique où je vous ai parlé d'évolution du pouvoir réel, en fait, c'est peut-être mal dit comme ça. En fait, c'est de la propriété. D'accord? Là c'est un graphique qui a été réalisé, enfin, je me suis inspiré d'un travail statistique qui a été fait par un des cadres financiers du groupe pour justement se rendre compte de l'évolution du contrôle du capital. Et donc lui-même, qui était à la tête de la holding familiale, parle de pouvoir, comment dire, la propriété pure et le pouvoir réel. Le pouvoir réel, c'est à travers là les actionnaires amis, c'est ça qu'il entend, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent, etc. Donc ça ne prend pas en compte les droits de vote double et ça ne prend pas en compte le fait que ils aient quand même une position, enfin le deuxième aspect que je disais, c'est-à-dire le poids social. Donc en effet, donc c'est décalé. D'un autre côté, trouver un indicateur du poids social, c'est quand même très compliqué, surtout à l'échelle micro. C'est-à-dire que voilà, il y a toute une littérature qui s'intéresse au nombre de places qu'ils occupent dans les conseils d'administration. Bon, bah là, à travers FFP, c'est l'un des éléments d'ailleurs qui est important dans leur stratégie d'investissement financier, c'est qu'ils se disent vouloir être des investisseurs de long terme, mais qui s'impliquent dans la gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent, les entreprises industrielles. Et donc, en fait, c'est Orpea, Seb, Safran. Ils ont participé au rachat de Zodiac par Safran, tout un tas d'entreprises industrielles. Et ils siègent au conseil à chaque fois. Donc ça, c'est là aussi un indicateur du pouvoir, disons, du groupe dans l'ensemble du capitalisme français. Et ça leur donne tout un tas d'informations qui sont intéressantes, évidemment, pour la gestion, pour leurs affaires, mais également pour les investissements financiers purs. Voilà, donc c'est une manière, en fait, de ce truc, ce qui est très marquant à toutes les étapes de l'histoire. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que chaque décision, elle fonctionne pour renforcer le capital de compétences et de réseau social du groupe, enfin, qui est lui-même porté et construit par les managers du groupe. Voilà, par des individus qui vont se mettre, par exemple, pour le cas de ceux qui gèrent la direction financière d'un point de vue de financement, ben, ils vont se mettre à investir les marchés financiers et à se former pour développer une technicité assez importante, au point qu'à un moment donné, il y a 2 salles de marché qui sont créées dans le groupe PSA. C'est pas pour investir et pour faire de la spéculation financière comme un fonds spéculatif. Non, c'est pour qu'ils aient un certain nombre de leurs acteurs, de l'ADF, qui puissent jouer un peu, d'accord, à l'investisseur financier pour pouvoir avoir une idée, une certaine compétence technique en la matière, et donc pouvoir négocier avec les financiers avec lesquels ils négocient leurs tarifs de placement de leurs papiers sur le marché monétaire ou de le placement de leurs papiers sur le marché obligataire, etc., pouvoir être en meilleure position pour négocier. Et en fait, c'est ça qui est très marrant dans le cas, donc ça c'est en matière de pouvoir et de capital social, un groupe de cette ampleur et de cette ancienneté-là, à chaque fois qu'on doit, comment dire, passer un cap, une étape du point de vue technologique, technique ou organisationnel, ça se fait à travers et grâce à ce poids social. Et c'est vraiment ça qui à chaque fois accompagne la transformation du groupe, et c'est pour ça en fait qu'ils perdent jamais. C'est que même quand il faut coter le titre, mais en réalité ils ont déjà investi tellement le milieu, qui savent comment communiquer correctement. Ils ont déjà embauché les meilleurs analystes, les meilleurs types qui ont avant été analystes financiers et qui donc, eux, vont savoir comment on leur parle pour pouvoir être bien positionnés, être crédibles sur le marché, etc., etc. Et donc, ce qu'on voit à travers toute l'histoire, c'est une formalisation
à travers l'histoire financière, là j'entends, c'est une formalisation de ces relations, des relations entre cet acteur qui est la famille Peugeot et le marché, à travers toutes les règles d'élaboration des documents comptables qui se sont structurés, formalisés au fil du temps. En réalité, c'est des manières de fiabiliser les relations. Bon, ben, auparavant, il n'y avait que la crédibilité de la famille Peugeot qui permettait de le faire. De plus en plus, quand c'est des groupes de taille importante, les règles permettent elles aussi d'assurer cette crédibilité, cette légitimité-là. Donc ça, c'est un peu pour répondre un peu à comment peuvent-ils maintenir leur contrôle. C'est en fait, et ça, on ne peut pas, du coup, en matière d'indicateurs, je peux évidemment pas répondre précisément, on peut pas, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Il n'y a pas longtemps, au GRPISA, justement, ils veulent faire un groupe de recherche sur la finance de l'industrie automobile, ils veulent qu'on fasse ça ensemble, et ils me disent, mais alors pour toi, c'est quoi l'indicateur vraiment qui fait que, voilà, un truc. Et ça n'existe pas, en fait. Et ça dépend des configurations institutionnelles, et bon. Donc sur l'article, ben, franchement, merci beaucoup et merci si vous acceptez qu'on en rediscute plus tard, mais je propose de pas trop y répondre maintenant parce que ça intéresse pas forcément tout le monde et comme c'est un premier jet, et en fait, donc moi le but que j'y voyais, c'est donc bien sûr j'ai d'autres, je compte bien publier d'autres choses sur l'aspect uniquement familial, d'autres choses sur l'aspect uniquement du contrôle de gestion. Enfin voilà, une autre chose sur la création de la holding en 65 et tout. Mais là, un peu l'idée, c'est que, donc merci pour les remarques sur reconnecter de façon plus directe et plus claire avec la littérature. Ça, c'est toujours un truc, voilà, il faut que je sorte ma tête de mon guidon. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais en fait, c'est un premier jet. J'avais vraiment envie de faire un peu une examination sous cet angle-là, critique comme je l'ai fait là, parce que ça, en tout cas, de cette manière-là, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, les analyses internalistes, elles sont perçues comme l'importation de logique. Il y a tout un tas de papiers, par exemple, Davis et Zhang, par exemple, dans leur papier 2014, c'est sur le Conceptual Framework of Financialization, dans CPA aussi, je crois, ou dans je ne sais plus dans quoi. Par exemple, à un moment donné, ils ont une formulation qui m'a beaucoup marqué et qui en fait se retrouve beaucoup dans les papiers, c'est nous allons voir maintenant comment la financiarisation se manifeste sur l'entreprise, se manifeste au niveau de l'entreprise. Et moi, en fait, c'est ça que j'aimerais questionner. Évidemment, il y a une articulation entre des évolutions, des transformations macroéconomiques et microéconomiques, mais les deux se construisent mutuellement. Mais c'est pas, on a un phénomène, comment le capitalisme se manifeste au niveau de l'entreprise, quoi. Ça revient un peu à ça, quoi. Ben non, c'est absurde, c'est un phénomène qui est majeur, et donc il s'agit justement de l'expliquer. Voilà, moi c'était un peu ça ce que je voyais comme dans le papier, quoi. Si je peux réagir juste, Quentin, là-dessus, si je peux trouver. En fait, cette remarque-là, c'était surtout pour ne pas te faire attaquer en fait, par les rapporteurs, tu vois. Parce que, bien sûr, que tu vas voir dans la littérature des gens qui vont te dire, ouais, voilà, c'est une manifestation de la financiarisation ou c'est un phénomène purement externe. Mais comme tu as plein d'autres travaux qui te disent aussi que c'est un phénomène endogène, je pense juste que ce n'est pas le bon angle d'attaque. Et plutôt de partir de dire, voilà, bon, il y a des déterminants internes, il y a des déterminants externes, endogènes, exogènes, ok, très bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est les mécanismes de transmission de la financiarisation, ce que tu fais. Et ça, là, tu ne te fais pas attaquer là-dessus. Parce que sinon, en te lisant, on peut dire, non, mais d'accord, il dit ça, mais il y a quelques auteurs peut-être qui pensent comme ça, mais il y en a plein d'autres qui ne pensent pas comme ça. C'était juste ça. Ouais, d'accord, très bien. Ok, alors je ne sais pas si Quentin, si on a 2 minutes, mais par rapport à ce que tu as dit, effectivement, en fait, toi, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Tristan, et dans ce sens, pour essayer d'être plus clair, j'ai bien compris ce que tu veux faire, et dans l'article, c'est plus ou moins clair, mais en fait, tu parles des contrôleurs comme un métier, tu parles de beaucoup de choses, et moi, il me semblait que tu gagnerais plutôt à démontrer. Donc, j'ai bien compris que toi, tu disais c'est pas imposé sur les entreprises. Et moi, il me semble aussi que quand j'ai fait ma thèse, c'est ce que j'ai pu observer.
Mais pour être dans le prolongement de Tristan, en fait, c'est ce qui m'a manqué, c'est que tu le montres. Donc là, il me semble que tu essaies d'avoir un débat théorique en rapportant plein de littérature sur les contrôleurs de gestion, et tu cites Jérémy, enfin plein de monde comme ça qui a travaillé avec les contrôleurs, et puis ensuite tu parles d'autre chose et tu parles aussi de Desrosières avec la quantification. Et c'est en ce sens-là que, me semble-t-il, on perd le message. Alors que si éventuellement il était possible de nous montrer par rapport à ce que tu as fait dans ton terrain, alors j'ai vu que c'était des entretiens, mais justement, et c'est ce type de démonstration qui plaisent beaucoup à la communauté en comptabilité critique. Des narratifs comme ça où tu montres ce que toi, finalement, tu as ressenti ou ton intuition t'a montré après tout ce travail de test que tu as pu faire dans lequel tu t'es investi. Et c'est ça, en fait, me semble-t-il. Alors, donc, sinon, tu te perds en trop de littérature et du coup, on ne sait pas à qui tu parles. Et comme dit Tristan, effectivement, à un moment donné, celui qui va recevoir ton papier, déjà, il faut qu'il puisse voir à qui il va le donner. Et celui, admettons que tu passes donc le desk budget, il va se dire, bon, et maintenant, il faut que je le donne à 2-3 personnes, mais qui sont ces personnes? Alors, c'est ce que je te disais, mélange des genres. Donc, quand tu brasses aussi large, tu n'es pas beaucoup celui qui aimerait, parce que moi, j'aimerais avoir cette histoire. Bien sûr, c'est très intéressant. Mais je ne sais pas par quel angle, comme il n'y a pas de démonstration des fois, c'est des choses que c'est mon expérience à moi, je suis encore très jeune dans ce milieu-là, même si je ne le suis pas moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, il me semble en fait qu'on gagne beaucoup, et je dis encore dans le milieu que je connais plus, c'est la comptabilité critique, tu gagnes plus à vendre une narrative. Et vraiment, parce que je viens de l'université depuis très peu de temps, donc tu vois, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas par rapport au monde universitaire. Mais au moins, ce monde des publications, je le connais un tout petit peu. Et pour te dire, s'il y a un conseil à donner, c'est offre-nous une narrative, une histoire, avec cette intuition que tu dis. Et s'il est possible, réduis-toi à un cadre théorique et réduis-toi à une conversation qui a déjà lieu dans la revue dans laquelle tu veux soumettre. Puisqu'il est important, malheureusement, de plus en plus de pouvoir soumettre à des revues. Et je trouve ça très bien. C'est très bien, les sociologues, ils ont beaucoup de portes ouvertes dans ce type de... Il y a un dialogue qui est attendu, en fait, par les comptables de toute cette sociologie. Mais encore une fois, je pense que tu gagnes, en tout cas par cette audience dont tu nous as fait part, à laquelle tu voulais parler. Je me répète, mais je pense que ça a été compris. C'est vraiment vendre ton histoire. Et démontre pourquoi est-ce que tu dis que justement, ce n'est pas la financiarisation, mais concrètement. Et il me semble que là, tu passeras au moins la première étape, c'est qu'on va donner ton papier à un éditeur en chef, et puis ils vont te faire des commentaires, et souvent c'est eux qui après je dis pour des choses un peu basiques, mais c'est ensuite qui souvent t'orientent sur quel type de théorie ils souhaitent devoir développer ton idée, parce qu'ils ont des idées très, très claires sur quoi ils souhaitent développer leur message dans leur revue. Voilà pour être un petit peu plus précise dans ce que j'ai pu voir, mais le potentiel est là et j'espère que tu n'abandonneras pas. S'il y a le temps encore pour d'autres questions, enfin, normalement, le séminaire doit se terminer parce qu'il est l'heure passée, mais moi, je peux poursuivre un peu la discussion si ça ne gêne pas Quentin. Sur ces indicateurs, je trouve que c'est très important. Ouais, quel est l'indicateur qui permet de saisir le contrôle? Je trouve que c'est moi, c'est une question qui me taraude en permanence. Et de manière simple, c'est quand même le pourcentage détenu, en effet, dans les firmes. Alors, ce n'est pas explicatif de tout, tu vois, faut bien sûr prendre d'autres indicateurs, mais je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est parfois utilisé dans la littérature, c'est le pourcentage de la participation dans le portefeuille de l'investisseur. Et là, dans le cas de la famille, Peugeot, c'est quand même, ça reste important, même s'il y a une diversification, tu montres au niveau de la holding. Bon, la part de Peugeot, c'est quand même, ça reste quand même un point important dans l'ensemble de leur portefeuille.
Et ça, c'est un indicateur qui est parfois utilisé aussi pour montrer l'intérêt qu'a un actionnaire à aller influencer la firme. Ouais. Moi, je suis désolé, je vais devoir y aller. Tristan, je te laisse animer la séance si vous voulez continuer un petit peu. Merci, Quentin, de ta présentation, mais voilà. Désolé, je dois vous quitter. Puis à bientôt. Ok. Bon, merci beaucoup, Quentin, encore pour la présentation. C'était très intéressant. Bah, je Et vous au en plaisir de lire donc éventuellement la thèse ou alors les papiers qui en sortiront.